Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir d'être avec vous ici dans l'École des Arts Joailliers, dans le salon du savoir-faire. Ce soir, notre chère Céline Gazlin est avec nous comme modératrice et notre cher Paul Paradis est là aussi. Et ça va être notre grand plaisir de découvrir avec vous l'inspiration que la faune nous apporte pendant tout le temps, depuis l'aube de l'histoire, dans la création de ce qui est beau et en particulier la création des bijoux. Ce soir, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous, avec Caroline Benzaria, mon collègue, mon ami, cher collègue qui enseigne, qui est professeur à l'école des arts joailliers et aussi historienne de l'art ici en France. Avec Caroline, nous allons explorer ce sujet avec grand plaisir. Nous commençons avec une illustration d'un livre qui est à merveille, que vous pouvez explorer sur Gallica quand vous voulez. Il est là, en haut def pour vous. Verneuil. Et comment est-ce que Verneuil a exploré dans ses planches l'animal dans la décoration? Et si vous voulez vraiment être inspiré, il faut lire l'introduction par le grand Eugène Grasset. Pour moi, c'est mon rêve de retourner dans le temps et d'étudier au moins pour un jour dans l'école Guérin avec Eugène Grasset. Ouais. Voilà, c'est ce colibri qui vole dans un univers d'Art Nouveau 1897, quand on se permet d'être inspiré par les animaux dans une façon transversale dans tous les bijoux et exactement comment on peut se trouver inspiré dans l'exposition qui a lieu maintenant au Japon. J'ai eu le grand honneur de pouvoir y aller la semaine dernière et qui est là jusqu'au 7 mai. Si vous vous trouvez au Japon, quand vous vous trouvez au Japon, on peut dire, il faut y aller pour apprécier ce qu'il y a dans l'intermédiathèque d'une façon sublime qui met en œuvre les oiseaux en paradis, on peut vraiment dire. Ce soir, on va faire quoi, Caroline, ensemble? Eh bien, on va découvrir la faune en haute joaillerie, inspiration et création. Tout est dit dans le titre. Alors, la faune, l'animal, c'est un thème démocratique. Pourquoi? Parce qu'il se comprend très facilement. Alors, il nous a fallu, dans ce sujet illimité, bien sûr, choisir. Et on a opté pour une présentation en trois parties complémentaires. Alors, la première, matière de la nature. La seconde, pour une créativité inspirée. Et la troisième, la conférence des oiseaux. Dans la première partie, matière de la nature, c'est quelle matière la nature fournit aux créateurs joailliers. Deuxième partie, pour une créativité inspirée, comment la faune inspire les créateurs joailliers. Et la troisième, la conférence des oiseaux, c'est comment les créateurs joailliers mettent à l'honneur la forme aviforme, c'est-à-dire la aviforme qui a la forme de l'oiseau. Et donc, nous allons entrer immédiatement dans la matière de la nature avec les plumes, parce que le saviez-vous, mais la plume est une des premières matières qui a été utilisée dans le bijou primitif. Alors à gauche, vous voyez une aigrette, donc on va utiliser les plumes d'aigrettes, mais aussi de héron, pour faire un bijou de tête, un ornement de tête. D'ailleurs, le nom de l'ornement de tête, l'aigrette, vient de l'oiseau l'aigrette. Dans une peinture en miniature, on voit Shah Jahan. Pourquoi une miniature indienne? Parce que l'aigrette, en fait, a été inventée en Inde. On la trouve à la fin du XVIe siècle, XVIIe siècle. Et c'est à cette époque-là que le bijou se développe. On le voit donc l'empereur Shah Jahan, qui est le 5e empereur de la dynastie moghole, c'est situé dans le nord de l'Inde, qui tient dans sa main gauche l'aigrette. Et cette aigrette
et métallisée, souvent avec des pierres serties, mais on imagine tout à fait qu'il va, en la présentant, la poser sur son turban, sur sa coiffe. Alors, l'aigrette, en général, c'était symbole de pouvoir. Ce motif nous est arrivé en Occident au XVIIIe siècle. Après, ça a été une vogue incroyable au XIXe siècle et jusqu'en 1930. Mais au XVIIIe siècle, elle arrive et Marie-Antoinette, que l'on connaît pour toutes ses excentricités en matière de mode, de vêtements, de bijoux, aussi en matière de coiffure, aimait des coiffures assez hautes. Alors elle demandait à son coiffeur, Léonard, de lui trouver toujours des solutions en multipliant les postiches, les poufs pour que ce soit vaporeux. Et sur l'image de droite, vous voyez Marie-Antoinette qui, dans sa coiffure, porte l'aigrette qui est métallisée, mais avec des diamants, des perles et aussi des plumes naturelles. Alors, l'aigrette va être vraiment un motif qu'on va retrouver à travers la maison avec Oscar Massin, et puis la maison Robin, et puis jusque dans les années 30, on la retrouvera. Mais alors, il y a une autre plume que tu affectionnes particulièrement, Inesita, dont tu vas nous parler, je crois. C'est vrai, Caroline, et c'est tout à fait universel que les gens cherchent à toucher le ciel, on peut dire, en mettant les plumes sur leur tête. D'abord sur leur tête, depuis l'aube du temps. C'est vrai, on le trouve et c'est une source d'inspiration sans cesse. Ici, nous regardons les plumes d'un petit oiseau, un très petit oiseau, qui s'appelle le martin pêcheur. Et le mot en chinois pour les plumes et pour ce qu'on fait avec ces plumes, la marqueterie avec ces plumes qui sont coupées d'une façon minutieuse et appliquées comme les gemmes qui sont. Ce sont des plumes, mais c'est vraiment des gemmes. Ces plumes, ça s'appelle tian sui. Tian sui, c'est intéressant parce que sui, C-U-I dans notre façon d'épeler le mot, c'est le même mot pour jade. Parce que pour eux, ce qui est sublime, le jade, la pierre du ciel, c'est le même genre de beauté que cette plume. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Faire des épingles à cheveux, comme ce sublime épingle à cheveux à gauche qui se trouve dans le musée des arts décoratifs, qui a été obtenu de chez Weber pour le musée, pour le début du musée, et qui se trouve dans la galerie de bijoux pour nous montrer l'inspiration de Chine. Vraiment, les animaux, la faune peut nous inspirer avec leur matière même. Au milieu, nous avons une couronne on peut régaler les yeux avec cette couronne au musée Guimet dans Paris. Cette couronne, c'est une couronne avec le phénix. Si le thème de phénix, si vous voulez vraiment explorer le thème de phénix, il faut venir à l'école jusqu'au 1er mai, où vous pouvez peut-être rencontrer Caroline ou moi pour vous guider dans l'exposition 3000 ans d'or chinois. Et on a toute une vitrine dédiée au phénix, parce que le phénix est la femme. Ici, la femme, c'est peut-être l'impératrice pour le jour de son mariage, mais le phénix est tout à fait lié avec tout ce qui est sublime, tout ce qui touche le ciel et ce qui concerne la femme. D'abord les impératrices et plus tard, en démocratisant, toutes les femmes au moins pour le jour de mariage, on peut dire. Oui, avec symbole de loyauté, de pureté, de force, de féminité. Oui. À droite, on a un bracelet maison Piaget avec une dame qui s'appelle Nelly Saunier. Cette dame, elle est vraiment un trésor de France. Elle fait cette marqueterie avec les plumes de Martin Pêcheur aujourd'hui. Et assurez-vous, d'une façon très correcte, éthique, tout cela, elle recueille les plumes qui tombent quand les oiseaux perdent leurs plumes pendant la saison de perdre les plumes. Ici, ce bracelet sublime avec une tanzanite de 24 carats nous montre comment est-ce que la plume et le gemme peuvent se mettre en valeur l'un après l'autre. Une conversation, si vous voulez. Et bien sûr, ce n'est que les plumes qui peuvent inspirer les créateurs de bijoux avec
Oui, on passe des plumes des oiseaux aux insectes, parce que au XIXe siècle, la taxidermie va fasciner, et ça va de pair avec un intérêt pour les sciences naturelles, les études sur l'évolution de Darwin, les voyages en Orient où on va étudier. Enfin, il y a un intérêt pour les sciences naturelles très profond qu'on retrouve dans les expositions universelles. On va étudier l'insectologie, la vie des abeilles. Enfin, c'est vraiment un thème qui va ressortir. Et alors là, les insectes, on va travailler avec les coléoptères. Alors, à travers cette robe anglaise, en mousseline, vous avez, croyez-le ou pas, une broderie d'élytres de coléoptères. Alors, élytre, c'est la partie dure des ailes, mais elle est extrêmement irisée, elle a énormément de brillance, et ça va fasciner l'Angleterre, puisque c'est l'Angleterre qui va lancer cette mode. L'Angleterre, tandis qu'elle est en Inde au moment de la colonisation, et elle va reprendre une technique qui provient d'Inde, qui a été mise au point à la fin du XVIe siècle. Et donc, ça donne ce résultat qui va être ces robes portées par les Anglaises dans les années 20-30 en Inde, mais très vite, ça va arriver à Londres et ça va devenir vraiment une mode pendant la période victorienne. Donc, les coléoptères, il y a énormément de formes et énormément de façons de les travailler. Alors la taxidermie, ça a toujours été le bijou à travailler avec, mais le bijou naturalisé, c'est-à-dire qui est mort mais qui a l'aspect vivant parce qu'il a été travaillé d'une certaine façon, ça va se développer de plus en plus. Il arrive dans certaines traditions que, en particulier au Mexique, ou bien en Inde ou au Sri Lanka, que l'on porte au XIXe siècle, un insecte vivant qu'on attache avec une petite chaîne. Enfin, revenons aux coléoptères naturalisés, aux élytres, et voyons comment ils ont influencé, inspiré, c'est toujours la chose, influencé, inspiré à travers l'œuvre de Alphonse Auger, qui nous montre un pendentif de la fin du XIXe siècle et qui est vraiment à la mode l'égyptomanie. Alors pourquoi? Parce que finalement les modes sont toujours liées au mouvement d'histoire. En 1860, vous avez l'ouverture du canal de Suez qui bouleverse, c'est une grande révolution évidemment, pour toutes les influences qui viendront de pays différents. Et donc Alphonse Auger, qui avait été formé par Boucheron, va réaliser ce pendentif avec l'amulette, et donc se servir vraiment de la matière même de l'animal et ne pas hésiter à lui ajouter aussi la technique de l'émail et des pierres. C'est assez fabuleux, hein, n'est-ce pas? Et bien alors ensuite, Gilbert Albert, qui lui est un cabinotier, c'est-à-dire qui travaille en chambre et dans un atelier, qui va être très influencé par Lalique, et avec Lalique qui partage ce goût de varier finalement des matières qui étaient, d'aller de la pierre vers des matières moins connues, moins comment on pourrait dire, moins inhabituelles, non conventionnelles. Oui. Voilà, c'est ça, non conventionnelles. Et trouver finalement à régénérer complètement l'univers des teintes, l'univers des matières, les effets. Gilbert Albert, du reste, a travaillé avec, a travaillé à la même époque que Jean Vendôme, qui lui aussi avait introduit des nouvelles matières dans les bijoux. Alors c'est une étape aussi dans la manière de travailler, technique, mais aussi l'histoire de la mode. Ils n'essayaient pas de voyager et d'être des pionniers, non? Tout à fait. Oui, il s'inspirait.
Alors, corne, ivoire, écaille, ça fait encore partie des matières, comme ce que nous venons de voir, qui étaient assez inhabituelles. Alors, on connaît bien les peignes de la Lique, et d'ailleurs, Henri Weber, influencé, va travailler la corne. La corne, c'est de la kératine, ça vient des ongles. On le trouve dans les sabots aussi des veaux, des vaches, des mammifères. Et c'est une matière qui sert à faire les peignes à l'origine, donc très simple. Et là, c'est un peigne bien différent, qui a une tête de hibou avec Henri Weber, des yeux verts. Et je tiens à souligner que la corne est une matière difficile à travailler. Donc c'est quand même une prouesse technique parce qu'elle est cassante, même si elle est thermoplastique, oui c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut la travailler à la chaleur. Voilà, c'est quand même une prouesse technique. Bien sûr, en 1975, tout cela étant dit et fait, il y a, je rappelle, la convention en 1975, la convention de Washington, qui va bien sûr réguler, mettre des règles qui vont protéger la faune aussi bien que la flore d'ailleurs. Et donc maintenant, comme tu l'as dit, Inesita, on travaille dans le respect de toutes ces matières. Une autre matière naturelle, c'est l'ivoire. L'ivoire de mammouth, dont on va vous parler, avec Harumi Klosowska-Dorola, qui est une artiste japonaise et genevoise, suisse, et qui est passionnée alors, par l'animal. Et qui a eu une belle exposition ici à l'école. C'était notre première exposition. Oui. Et donc, c'est une obsession pour elle, l'animal. Donc, quand on dit obsession, on dit inspiration. Et là, vous avez cette création de bague taureau qui est assez unique et exclusive. Et on peut dire que c'est quelque chose qui vient de le réchauffement climatique qu'on trouve les défenses de mammouth qui sont très anciens. Ah oui, c'est vrai. C'est de l'ivoire de mammouth et pas de l'ivoire d'éléphant. Oui, c'est très important de savoir. Et ce qui dit prédation, prendre les pouvoirs des animaux pour se protéger, même pour exprimer l'amour, si vous pouvez imaginer. À gauche, nous avons une façon particulière de déclarer l'amour. C'était entre Prince Albert et Reine Victoria. Prince Albert aimait bien montrer à Reine Victoria qu'il était macho man et qu'il pouvait tuer les cerfs. Donc, il aimait venir et présenter les cerfs à Reine Victoria après les avoir tués à la chasse. Il y a même une peinture où il présente les cerfs à Reine Victoria. Ici, nous avons un collier d'amour avec les dents de ces cerfs qui sont morts dans le 19e siècle. On ne va pas les plaindre, ils ont vécu une belle vie à Balmoral dans les jardins. Et chaque dent de cerf est numérotée et datée. Albert l'a tué et la date. Voilà, c'est un collier joli. Si vous ne saviez pas, vous ne sauriez pas. Mais le fermoir, il y a marqué sur le fermoir, tout s'abattu par Albert. Oui, tout est battu par Albert, tout à fait, pour Reine Victoria. Au milieu, une différente façon de se protéger, et en Navaratna, et dans les 9 pierres qui vous protègent dans l'histoire de l'Inde, et aussi avec les griffes de tigre dos à dos. Donc, vous avez les griffes de tigre. C'est l'idée qu'en prenant les griffes de tigre, vous allez vous protéger de tous les maux possibles. Et à droite, vraiment quelque chose qui peut faire mal, ce sont les dents de requin dans les mains d'une artiste jeune et dynamique, Teresa Milheiro, qui est portugaise. Et là, elle fait un bracelet avec les dents de requin qui vous mordent vous-même quand vous portez le bracelet. C'est très fascinant. Et ce qui parle de ce qu'on on peut parler aussi de on parle de requins et de raies de poissons, c'est-à-dire de l'univers marin. Il ne faut pas jouer avec les raies dans la mer parce que les raies peuvent vous piquer. Couper, elles sont... tuer même avec leur défense.
Peau et galucha. Alors, on s'est aussi servi d'une matière, de la peau de poisson. Alors, qui a inventé cette technique? C'est Jean-Claude Galucha, le maître gantier de la marquise de Pompadour, et qui va mettre au point une technique qui va assouplir la peau de raie, là, dans le cas des 2 bracelets que l'on voit, et la colorer. Alors, à gauche, il y a un bracelet qui a été réalisé par la maison italienne Damiani, avec une libellule qui est réalisée avec une aigle marine, comme on le voit, le bleu, la tête, et puis les ailes, ce sont des diamants de couleur, et elle est amovible, donc on peut la porter soit un peu en tif, soit en broche. Et à côté, vous avez toujours en galucha de Grisogono, la grenouille qui qui fait partie de la collection Happy Sweet Summer. Et à côté, vous avez une création plus contemporaine de Jean-François Pérégnat qui, lui, aime énormément travailler le cuir. Et alors, il va le travailler de 1000 façons et lui adjoindre, comme on le voit sur ce collier, d'autres matières aussi. Le bleu, c'est lapis-lazuli. Vous trouvez aussi du cuir d'autruche. Vous avez un ensemble de matières. Mais ce qui est intéressant dans sa façon de travailler le cuir, c'est que vous allez porter le bijou sur vous et il va épouser votre corps, la chaleur. Et donc, c'est très... on voit comment est-ce que les artistes s'inspirent des différentes matières et prennent même quelque chose qui vient de l'Antiquité, même de l'aube du temps, comme le poil d'éléphant. Ah, oui. On commence avec, au milieu, une affiche qui me touche toujours, au milieu de tout ce qui est triste pendant la Première Guerre mondiale. Il y a cette affiche que l'éléphant se plaint, « Oh mon Dieu, on prend un autre poil pour des porte-bonheur chez Van Cleef & Arpels ». Il faut savoir que le poil d'éléphant est collectionné en Afrique depuis l'aube du temps par hasard, pas en faisant du mal à l'éléphant. Les éléphants suivent les mêmes chemins depuis les centenaires, les mêmes chemins, et en suivant ces chemins, ils perdent ces énormes poils. Et collectionner ces poils et créer un bijou qui porte bonheur, c'est une tradition africaine qui est tout à fait adoptée pendant les années 70 par différentes maisons, y inclut Van Cleef & Arpels. Et nous avons quelque chose à vous gâter, à vous regaler les yeux ce soir, parce que nous avons de la collection Van Cleef & Arpels, du musée vraiment de la maison, généreusement prêté à nous pour vous montrer comment est-ce que ces poils d'éléphant se trouvent dans un bijou sublime. Il faut savoir que tous les grands, les vedettes comme Alain Delon et tout le monde portait cela comme porte-bonheur pendant cette époque. Et voilà l'exemple. Vous pouvez avoir la texture, vous diriez que c'est du cuir, mais c'est vraiment les poils d'éléphant. Et on a l'idée depuis la sagesse de l'éléphant, la gentillesse de l'éléphant, la puissance de l'éléphant, que tout cela peut se combiner dans ce bijou autour de votre point, autour de votre doigt. C'est l'idée et c'est vraiment quelque chose de belle de cette époque, les années 70. Voilà, on trouve les matières eux-mêmes qui peuvent être mêlées avec des plus beaux diamants, l'or, tout cela pour exprimer l'inspiration, comment est-ce que les animaux nous inspirent, mais aussi les animaux peuvent nous inspirer d'une façon plus enchantée. Par exemple, si on va dire animaux qui enchantent, on va parler, on va penser d'une licorne, non? Oui. Et on va penser au Moyen-Âge, si on est moi. Et on va vous inviter à aller au musée Cluny pour admirer les tapisseries du Moyen-Âge avec les licornes. Et si nous faisons un focus au milieu de ce slide, nous regardons de 1948, les années post-guerre, avec le bleu, blanc, rouge, des drapeaux des Alliés, quand même, très années 40, une licorne qui est très médiévale. Regardons un détail. Regardons la tête et la défense de la licorne qui ne peut se montrer qu'à la jeune fille qui est la plus pure de cœur et de vertu et qui implique tout ce qui est beau dans le monde.
Regardez les détails, les petites fleurs, c'est très, très, très moderne, mais aussi très médiéval, n'est-ce pas? Mais on peut voir, si on regarde à gauche, que pendant la Renaissance, ou aussi ce caractère Reinhold Wasters qui imitait la Renaissance, comment est-ce qu'on se trouvait inspiré par les licornes avec les perles baroques. Donc, avec une matière qui est trouvée, on construit cette licorne autour de la perle baroque. Et même aujourd'hui, on peut dire presque aujourd'hui, en comparaison, 1965, le grand génie de création René Morin avec Pierre Sterlet à Chaumet a pu s'inspirer d'un rocher, un rocher de lapis-lazuli, et construire cette jolie licorne de cette pierre. Donc, cette jolie licorne émerge de la pierre, avec bien sûr le savoir-faire de joaillerie pour la faire vivre. Et aussi, il y a les bestiaires mythiques et enchantés, n'est-ce pas, Caroline? Oui. Alors, mythique, enchanté, on commence avec le phénix. Le phénix qui est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Et c'est Jean Schlumberger qui nous l'a présenté. Et bien sûr, Pégase. Et bien sûr, Pégase. Et Pégase, donc, il a mi-cheval, mi-oiseau. Ça vient il est le fils de Zeus et de la Méduse, la Gorgone. Et donc, on retrouve le motif du cheval ailé chez les Assyriens. Ça passe en Grèce, et ensuite on retrouve ça bien sûr à Rome avec la théogonie d'Hésiode et les métamorphoses d'Ovide. Mais surtout, voilà, ce qu'il faut regarder, c'est combien la grâce habite cette représentation colorée. Oui, quand on voit de près comme c'est fait, il a vraiment sublimé cette image qui a habité la mythologie assyrienne, grecque, romaine. Et alors Zeus, on ne va pas le quitter, le père de Pégase. On va le retrouver toujours à travers les métamorphoses d'Ovide. Alors voilà, il voit Léda et il a l'intention de la séduire, ça c'est le mythe. Et pour la séduire, il va se transformer, grâce à son esprit rusé, en cygne. Et donc, Lydia Courteil a véritablement trouvé une formule qui dit bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire que sur un saphir rose sur lequel Léda est gravée, vous avez le cygne qui est Zeus déguisé, qui l'enserre. Donc, je crois que c'est une image qui restera. Ça. Lydia ose tout, c'est vraiment quelque chose. On a touché un peu sur les bestiaires de perles, et bien sûr, il faut parler de la perle baroque. Si on parle avec moi d'abord, parce que Olivier Segura, à l'école, nous adorons les perles, nous adorons les perles baroques. Et ici, nous avons à côté quelque chose de très cher à notre cœur, cet agneau qui a été construit environ 1500. Cet agneau où vous voyez encore une fois la perle baroque, comme elle est trouvée dans la nature, qui inspire l'artiste à créer cet agneau de Dieu avec la croix et avec les perles qui tombent dessous pour exprimer l'esprit de foi de cette époque-là. Au milieu et à droite aussi, nous avons l'esprit d'aujourd'hui, l'amour pour la nature, le désir de préserver la nature, de protéger la nature. Donc, on trouve une perle baroque et on construit un pingouin qui fait penser aussi au réchauffement climatique aussi. On dit qu'est-ce qui va se passer à ces pingouins en regardant ce sublime bijou qui est créé avec cette perle d'eau douce naturelle, fine. Et à droite, avec une perle Keshi des mers dessus, Alessio Boschi, un grand créateur, a vu cette perle qui fait la tête du requin, et il a dit, ah oui, c'est une perle Keshi qui semble comme il y a la bouche même, la bouche du requin qui est là. Il met les rubis dans les yeux, et il construit le corps avec autres perles pour les différentes parties du corps, et vous pouvez porter cela comme pendentif, vous pouvez l'ouvrir, il y a des autres bijoux qui peuvent suspendre dessous, et
Alessio donne 10% pour préserver une association pour la mer. Donc, il y a cette idée de sensibilité à l'animal et aussi comment est-ce que l'animal peut nous inspirer en regardant beaucoup de différentes matières, comme même bakélite, n'est-ce pas? Oui, la bakélite qu'on retrouve dans les audaces gémologiques avec ce bracelet réalisé par Daniel Brush en 1980, à l'époque où on trouve des diamants roses en Australie, dans la mine d'Argyle. Ouais. Et là, c'est ce bracelet lapin. Alors, vous voyez que la bakélite, comme tu dis, Enesita, elle est gravée avec les lapins joyeux qui on les imagine dans l'herbe verte. Mais ici, on reste dans les mauves et vous avez la tête du lapin qui est tout en diamant. Et c'est cette audace d'avoir associé une matière. D'ailleurs, la bakélite, dans les années 30, c'était quand même très, très utilisé. Mais c'est sûr qu'il y a les deux. Et alors, à côté, l'éléphant de chez Chaumet, qui est sculpté, c'est vraiment une sculpture miniature, dans une opale rose. Alors, l'opale est extrêmement fragile, donc... et en tout cas, la représentation est fabuleusement naturaliste. On croirait un vrai. Et par contre, la fantaisie, le fantasme, ce bouquet de fleurs colorées est une merveille dans l'alliance des deux. Vraiment, voilà, trésor d'Afrique, espièglerie, c'est très espiègle. Oui, et en partenariat avec un artiste... Alors, en partenariat absolument avec un artiste qui vient du Kenya, Evans Kmube. Oui. Et là, ça a donné cette rencontre créative. Oui, et il faut dire, Daniel Brush, le Bunny Bracelet, c'est quelqu'un qui est une muse, une inspiration pour l'école, un grand ami de l'école qui nous a quittés en novembre. Et cela nous touche au cœur de penser à Daniel et de penser comment est-ce que rien n'était impossible pour Daniel et comment est-ce qu'il pouvait... on dirait que ce lapin était en train de se reposer sur le bakélite. L'inspiration, le génie de Daniel, ce qu'il pouvait faire, c'est très bien inspiré pour l'année du lapin en Asie aussi. Oui. Et aussi pour Pâques qui nous approche. Et qui dit lapin qui joue et qui dit lapin qui communique avec les êtres humains doit penser à un grand préféré. J'ai vraiment j'ai une affection pour Raymond Yard, histoire de succès américain. Il va de coursier pour un autre joaillier à joaillier aux stars de Hollywood avec toutes les grandes vedettes qui viennent acheter ses bijoux. Et lui, il exprime les possibilités, l'imagination avec ces êtres anthropomorphiques, ces animaux, ces lapins, comme ce lapin avec ses bottes en diamant et onyx, qui fait la pêche et qui trouve une autre botte. C'est vraiment, comme tu avais dit plus tôt, comme bande dessinée, c'est l'époque de cela. C'est très Disneyland, la chaussure dans laquelle on rentrait. Et les petites chaussettes en diamant baguette. Oui, mais avec une technicité sublime. Oui. Et à droite, bien sûr, comme il y avait une exposition adorable du bijou humoristique dans la galerie d'exposition temporaire sur la place Vendôme de Van Cleef & Arpels, cette petite canette qui est habillée peut-être pour la parade d'Easter sur Fifth Avenue à New York, on pourrait dire. Oui. Et voilà, presque humain ou pas du tout, mais si on dit presque humain et conférence des oiseaux, on pense à ce livre avec ce merveilleux poète du XIIe siècle de Perse, n'est-ce pas? Absolument. Farid Oudin Attar. Oui. Et donc, la conférence des oiseaux a donné, parce que dans ce texte, il raconte un voyage où les oiseaux se parlent, conversent, échangent. Donc, c'est une très jolie entrée dans cette partie, qui est la dernière partie, et qui nous montre comment les créateurs joailliers ont mis à l'honneur la figure aviforme. Oui, c'est où est l'humain et où est l'animal. Oui, c'est miroir, excuse-moi. Oui. En fait, l'animal est presque le miroir de l'homme. Enfin,
Exactement. Et dans le poème, les animaux qui regardent enfin, les oiseaux qui regardent enfin dans le miroir de l'eau, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient eux-mêmes et ils savent qu'eux-mêmes, ils sont Dieu, on peut dire, n'est-ce pas? Et exactement, l'oiseau de nuit, oh mon Dieu, c'est une histoire encore une fois de notre ami Ovid, la Métamorphose, que les filles du roi Minyas refusent de participer au rituel avec les autres bacchantes qui veulent faire leur hommage à Dionysos, et Dionysos se fâche et il les rend folles, et après quelques désastres, les pauvres sont changés en chauves-souris. Donc on a l'idée dans l'Ouest que les chauves-souris sont créatures de la nuit, dangereuses, même le côté dangereux du féminin. Et pendant l'époque Art Nouveau, les artistes joailliers, et je mets l'emphase sur artistes joailliers, ont profité de tout cela. Par exemple, Bouteille de Monvel, bien sûr célèbre pour ses portraits sublimes comme artiste peintre de l'Art déco. Il était assez doué comme joaillier pour Art Nouveau, comme vous voyez, avec ce sublime opale, avec cette dame chauve-souris qui supporte l'opale, qui a tous les rêves possibles, soit des bons rêves, soit des pas bons rêves, qu'elle pousse ses rêves vers vous sur cette opale. Et au milieu, avec la pierre de lune, dans le musée des arts décoratifs, avec les chauves-souris, vous avez une bague qui était un cadeau d'amour entre deux femmes. Donc, même symbole de l'amour entre femmes. Et bien sûr, si on discute l'Art Nouveau, si on discute le côté féminin, la beauté féminine inspirée par l'animal qui inspire, on pense au pan, n'est-ce pas? Et oui, le pan. Alors nous, dans notre culture, le pan, c'est un peu la vanité, mais en Inde, et c'est là qu'on l'a retrouvé à travers le symbole qu'il représente en Inde, c'est la richesse, c'est la beauté, c'est la force et la légèreté. Et donc, ce motif va être très, très, très représenté. Ça va être une vraie mode. Et on le voit sur le portrait de Lady Mary Curzon, qui, en 1909, porte une robe qui a été dessinée par Worth au motif de pan, et tout est tissé en fil de métal. Et là encore, c'est une technique qui vient du XVIe siècle en Inde. Donc, la broche a été aussi au milieu est de Mellerio. Alors, Mellerio, lui, a même travaillé avec Mucha, mais en tout cas, il a fait 7 broches différentes de pan, très emblématiques, que l'on verra ensuite, mais celle-ci que l'on vous montre à présent a été achetée par le Maharaja de Kapurthala, excusez-moi, Kapurthala, voilà, j'y suis arrivée, et pour l'offrir tandis qu'il se rendait en Espagne en 1905 pour aller au mariage du roi d'Espagne avec la petite fille de Victoria, il rencontre en route Anita Delgado, une danseuse avec laquelle il va avoir un enfant, et il va lui offrir ce bijou qu'elle va mettre en bijou de tête, mais qui est un bijou qui se transforme, donc il peut aussi se porter en pendentif également. Voilà, mais ça peut rappeler un peu l'aigrette, la manière dont elle le porte sur la droite. Mais revenons au pan. Voilà, exactement. Donc, Gustave Beaugrand, lui, va en faire 7 différents, très célèbres. On en a choisi 2. L'un, alors c'est le pan qui fait la roue. Et donc, le premier à gauche, vers 1850, est serti de diamants, tandis que l'autre est plus coloré. Et il y a l'usage de cette pierre très, très à la mode, en fait, qu'on a vu là encore précédemment au XIXe siècle, qui est l'opale, voilà, avec tout cet irisé de couleurs qui fait du pan une représentation extrêmement vibrante. On voit vraiment le visage et le caractère de ce pan, n'est-ce pas? Ah, avec oui. les pattes sur la oui, paire. oui, oui. C'est sublime. Et
virtuosité esthétique, virtuosité technique, n'est-ce pas, Caroline? On voit des merveilles ici et on voit comme ces objets qui nous inspirent l'exposition aussi dans Birds in Paradise à Tokyo, qu'il faut voir si on peut. On a la combinaison de plumes et des oiseaux. Et ça nous faire revenir, oui, vraiment dans ta discussion au commencement. Soit la plume nous inspire à créer dans la virtuosité technique, soit on crée et on ajoute les plumes, n'est-ce pas? Exactement. Les deux peuvent cohabiter. Finalement, il n'y a pas vraiment de limite à partir du moment où tout va s'accorder de manière ébouriffante et précise, très précise. À droite, en particulier, j'adore avec l'émail noir. Les ailes de cet oiseau en combinaison avec diamant et émail noir, non? Oui. Et au milieu, la qualité sculpturelle de ce colibri. Et la façon, c'est peut-être mon préféré parce que les plumes sont des plumes, mais des plumes en émeraude et diamant. C'est des plumes qui ne font pas de mal et qui sont là pour toujours, mais vous avez l'effet qui va vers le ciel, comme ça fait même penser à la broche sur la tête de Marie-Antoinette, qui va vers le ciel. C'est-à-dire, ce que tu veux dire, c'est l'idée du mouvement. Il y a une espèce de... C'est aussi le sujet de la représentation. Et qui bouge vraiment quelquefois en tremblant. Oui. Et quand ça bouge, ça peut bouger aussi, même mieux. Et qui discute technicité moderne. À gauche, c'est cette broche de Pierre Sterlet, tout bouge, c'est comme les cheveux. Tout, c'est comme les cheveux, c'est très sensuel, et sauf la tête, tout le reste bouge. Et Pierre Sterlet a adoré prendre l'essence de l'oiseau, presque d'une façon conceptuelle. Naturalisme sans réalisme exact. Et au milieu, cet aigle de Van Cleef & Arpels, c'est fascinant pour moi parce que ça fait penser à quelque chose que j'adore, qui est l'art des Zuni et des Navajos du sud-ouest des États-Unis. Et c'est exactement de cette façon qu'ils aiment travailler le nacre, le malachite, l'onyx et le corail. Mais ici, vous avez une œuvre de Van Cleef & Arpels avec la tête qui est parfaite. La tête, regardez cette tête, vous voyez, et quelle juxtaposition de plumes en or et plumes en autre matière, on joue visuellement. La malachite. Oui. Et cet œil en rubis qui vous regarde exactement de la façon qu'un oiseau vous regarde. Absolument. À côté. Et vous sentez qu'il est en vie. C'est quelque chose de particulier chez Van Cleef & Arpels. Il capte la vie sans photographier le réalisme. Je pense à l'introduction, encore une fois, par Grasset de ce merveilleux livre de Vernet, où il dit « c'est pas un photographe qu'on veut faire, mais on veut capter l'essence ». Et je crois ici, dans cette broche sublime, on veut vraiment apercevoir cela. Et à droite, bien sûr, c'est flamant rose, en saphir rose, avec des spinels noirs. Il faut marquer que jamais les pierres facetées chez Van Cleef & Arpels en noir seront des diamants. C'est un peu de minutier à Van Cleef & Arpels. Cela seront toujours des spinels. Et cette turquoise sublime sur laquelle il se repose, où il nage, on a même l'idée qu'il nage dans l'eau. Tout cela créé comme une broche, un clip avec les deux. Le clip veut dire les deux pinces pour que cela ne tourne pas, parce que c'est un objet d'art qu'on va porter. Donc les deux pinces qui ne tournent pas, tout cela, c'est une œuvre magnifique. Il y a vraiment un contraste entre, oui. en fait, l'or qui est, on a parlé ce sont des tresses d'or, hein. Oui, c'est ça. Oui, comme les cheveux. Il est torturé l'or pratiquement, il est travaillé et le volume, il y a un tel contraste avec le volume de la pierre bleue. Elle est presque aérienne, hein. On a l'impression qu'elle n'a pas de poids, tellement elle est travaillée dans son volume, cette pierre bleue. Tu as tout à fait raison. Flamant rose. Oui. Voilà, et la turquoise est tellement parfaite que c'est difficile de croire que c'est une turquoise, non? Ou même qu'elle a un poids. Elle semble être flottée comme ça dans l'espace, porter les flamants.
c'est vrai. Voilà. Et tu m'as fait penser aussi la façon de travailler l'or pendant cette époque. C'est vraiment perdu maintenant. La façon de faire, comme tu dis, parce que qu'est-ce que tu as dit? Torturer la Oui, matière, oui. torturer l'or, c'est comme les cheveux ou le soie. Et c'est vraiment souple. C'est dommage que tout le monde ne peut pas toucher, mais c'est comme ça, avec des gouttes. Qu'est-ce que c'est que ces gouttes en diamant? C'est une autre façon d'exprimer la beauté des plumes, non? Ouais. Peut-être ça fait un petit bruit aussi. Ouais. Ah oui, je crois que oui. C'est quand on bouge. Oui. Merci pour ces idées, Caroline. Et oui, n'est-ce pas qu'on a 3 grands artistes asiatiques qui trouvent leurs inspirations exactement Héra, parce que ça s'inspire de Zeus, Zeus, Argus et Héra. Héra qui est jalouse parce que Zeus tombe amoureuse de pauvre Io, qui est une des prêtresses de Héra, et Héra va la punir en la tournant en vache et elle va envoyer les terribles mouches qui torturent Io. Zeus a pitié pour elle et Héra envoie Argos qui a 1000 yeux pour surveiller Io pour qu'elle souffre sans avoir pitié. Et Zeus envoie Hermès pour tuer Argos, mais avant, Héra prend tous les yeux et elle adore Argos tellement qu'elle met les yeux sur le pont, qui est son oiseau sacré pour toujours. Et Wallace Chen appelle cet objet d'art avec cette opale noire Héra en faisant référence à cela. C'est vraiment une œuvre avec titane, exploration en nouvelles matières, comme au milieu, Nocienne, c'est référence à la musique. Ah oui, Eric Satie. Sublime musique. Oui. Et qu'est-ce que l'oiseau porte au bec? C'est une flûte en jade. Et à droite, tout simplement Cindy Chow avec différentes plumes. Les plumes qui peuvent inspirer, donc la plume de l'animal qui peut nous inspirer à créer, à innover, à devenir des pionniers, n'est-ce pas? Oui. Comment donc, dit Eugène Grasset, cher lecteur, c'est non seulement une chose nouvelle d'employer les animaux comme cela, mais c'en est une même audacieuse, merveilleuse, prodigieuse. Nouvelle, mais aussi quelque chose qui date depuis l'aube du temps. Voilà, parce que depuis qu'on est devenu humain, on voulait mettre les plumes sur nos têtes, n'est-ce pas? Oui, et on représente l'animal depuis les grottes pariétales. Donc c'est vraiment un sujet qui nous appartient. Et qui nous donne l'opportunité de regarder, encore une fois, regarder nos yeux avec ce merveille en malachite. Comme nous avons discuté plus tôt, c'est difficile de même voir que c'est malachite, mais c'est malachite. Ouais. C'est un verre sublime. Si, là, on voit bien. Oui. Et les ailes, ça date de 1971, encore les merveilles des années 70. Et c'est les ailes sculptées par les lapidaires français en malachite qui font vraiment rêver, n'est-ce pas? Ça fait rêver. Et quand on parle des matières comme malachite, on pense à l'avenir, parce que notre prochaine conférence avec nos chers Paul Paradis, qui est avec nous à côté de Riyad ce soir, et Marie-Laure Cassius-Duranton, vont discuter les précieuses gemmes ornementales le 12 avril. Et je crois que Caroline et moi, nous allons être dans l'audience avec beaucoup d'enthousiasme, n'est-ce pas? Et donc, c'est le moment, je crois que notre chère Céline nous a envoyé des questions, Caroline. Qu'est-ce qu'on a comme surprise pour nos belles questions? On a vu beaucoup d'oiseaux. Sont les animaux les plus représentés dans la joaillerie? Pas toujours, mais bien sûr, les oiseaux. Oui. Nous inspire. Oui, les oiseaux. Parce que nous voulons voler, nous faisons la connexion des oiseaux avec le ciel, avec ce qui est dans le ciel, le paradis, n'est-ce pas? Alors, il y a quand même, les oiseaux sont devenus pour certaines maisons presque des totems, parce qu'on n'a pas vu la panthère, mais la panthère, évidemment, avec Jeanne Toussaint, Cartier, mais le serpent avec Bulgari a été pris. Et aussi Boucheron. Et Boucheron. Oui. On a, ton favori, les serpents. Tu adores les serpents. Caroline n'aime pas les serpents beaucoup.
Bon, le lion, Moi, pas chez les Chanel, araignées. on va Je n'aime changer pas les de... araignées. Voilà, c'est ça. Le lion chez Chanel, et il nous reste les abeilles chez Chaumet. Oui, oui. Donc, oui, il y a d'autres animaux pour répondre à la question. Et pour Van Cleef Arpels, les papillons, et on peut même dire les fées. Ces fées sont un hybride, mais qui volent. C'est quelque chose qui vole, mais c'est un papillon, les papillons, bien sûr. Oui. Même le mot, même le mot papillon en grec, c'est lié avec psyché, avec l'âme, avec la réincarnation. Oui, je crois que nous avons fait un focus sur les oiseaux. Parce la figure aviforme. Ah oui, parce que, bien sûr, le sujet était limité, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. Alors, merci pour cette question. Peut-être partie 2, partie 3. C'est un sujet que nous adorons. Quels sont les composants de l'anneau chauve-souris de Lalique, s'il vous plaît? D'abord, un cœur en pierre de lune. Pierre de lune, opale et le verre, ce sont les grandes matières qui inspirent l'Art Nouveau. Et aussi, il y a argent et il y a émail. Oui. J'espère que cela aide. À quel moment la malachite apparaît-elle dans l'histoire de la haute joaillerie? La haute joaillerie, je ne suis pas sûre pour l'Art Nouveau, mais je crois que vraiment c'est quelque chose de moderne. Et je crois que c'est quelque chose que Paul et Marie-Laure peuvent traiter dans leur conférence le 12. Oui. Mais pour moi, j'ai passé toute ma vie dans la joaillerie après l'histoire de l'art. Et je crois que c'est un aspect de la haute joaillerie moderne. Mais avec les racines dans Art Nouveau. Parce que Art Nouveau dit n'importe quelle matière qui inspire l'œuvre d'art qui est le bijou peut être employée. Et bien sûr, la Renaissance aussi. On a employé beaucoup de différentes matières. Mais spécifiquement malachite, je crois, de la façon qu'on voit dans, par exemple, ce papillon, c'est assez moderne. C'est une très belle question. D'où provient l'opale et est-ce une matière difficile à travailler? Il va falloir suivre la conférence qui vient, parce que ce sont des questions pierres. Oui. Et d'époque. Tout à fait. Et aussi, nous avons un livre qui va arriver au sujet des idées reçues, au sujet de la joaillerie, et l'opale va être traité dans ce petit livre. Donc, stay tuned, as we say in English. Les bijoux giardinetto ou giardinetti ont-ils un équivalent avec une composition de plusieurs animaux en joaillerie? Je crois que non, ça s'appelle vraiment Arche de Noé, la collection Arche de Noé, mais chaque paire d'animaux était séparée. Mais très belle question. Peut-être que cela, c'est une inspiration pour l'avenir. Oui. Et c'est vraiment comme Eugène Grasset avait dit, que les animaux peuvent nous inspirer sans limite. Comme pour notre ami du XIIe siècle, Farid Oudin Attar. Et excusez-moi pour la prononciation en perse qui n'est pas parfait. C'est très lié au rapport qu'on a à l'animal, hein, tantôt beau, tantôt laid, on l'aime, on le déteste, proie, totem, enfin voilà. Exactement, on a les animaux qu'on aime pas, est-ce qu'on a peur, mais aussi si on a peur, on a l'idée que le courage et même la protection peut venir de l'animal qui fait peur. C'est comme un vaccin. C'est vraiment pour nos ancêtres, ces pouvoirs des animaux, c'était l'équivalent de nos vaccins aujourd'hui. Prophylactique, ça nous protège, oui, c'est ça. Et surtout protéger les enfants. Oui. Qu'en est-il de la faune sur des bijoux anciens, notamment les antailles? Dans les antailles de l'Antiquité, c'était des animaux qui étaient liés, encore une fois, avec pouvoir. C'était soit Hercule avec le lion, qui lutte avec les lions, c'était soit des chevaux pour montrer des thèmes militaires, ou soit des animaux de fantaisie, comme les tritons. Donc, tout était possible dans le glyptique, parce que... Et aussi pendant la Renaissance, on adorait en particulier trouver une perle baroque qui inspirait n'importe quel animal. Si vous voulez vraiment voyager dans l'univers imaginaire des animaux inspirés par les perles baroques, il faut aller à Florence, au musée Pitti Palace, dans le musée de l'argenterie. Parce que vous verrez les derniers bijoux de la dernière Médicis qui était là, qui a sa collection de bijoux qui est là.
Il y a tout un trésor. Je crois que nous n'avons plus de questions. Caroline, c'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Vous, merci Céline, merci Paul, merci à vous tous. C'est tellement un plaisir, un honneur et une joie pour nous d'être avec vous. Venez encore une fois et nous sommes très heureux d'être avec vous. Merci, merci. Et bien sûr, restez en contact avec nous, avec le QR code, l'École Pacifique Asie, l'École des Arts Joyeux Paris, parce que nous participons sur Instagram, sur Facebook, dans vos questions, vos messages, nous répondons. Donc, restez avec nous ou venez ici pour suivre des cours avec nous, pour voir les expositions. On vous attend, avec plaisir. Merci, Enisita. Merci, Caroline. Bonne soirée. Bonne soirée.